ça, je consacre ce biscuit à l'hôpital d'Onka. Il y a du nouveau? Je le dis avec l'air très triste. Nouveau, ce qui s'y passe, c'est lamentable, c'est extraordinaire. Et je me pose la question, comment se fait-il que l'État ou l'autorité puisse s'accommoder avec cette façon de faire de l'hôpital à l'hôpital d'Onka. Vous savez, on nous a parlé d'une concession avec les Canadiens qu'on n'a jamais vue. C'est une personne qui est là. Par contre, il est seul. Celui qui est là, la formation, tout ce qui a été prévu dans la concession, malheureusement n'a pas été exécuté. C'est la gestion de l'hôpital. Celui qui est là, il était chargé de l'informatisation de l'hôpital. Et ce qu'il est en train de faire, c'est vrai, ça c'est une réalité. Et je me pose la question et je continue à enquêter là-dessus, comment est-ce qu'il s'est retrouvé dans ce projet. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, c'est la gestion elle-même. Et parce que j'ai appris des choses et je suis en train de vérifier malheureusement que le ministre il est imperméable. Il est inaccessible. Voilà, donc Pété, ce ministre Pété, qui est un beau parleur, mais un très mauvais faiseur. Et on va parler tout à l'heure de son évaluation. L'évaluation a Oui, commencé. je vais l'évaluer tout à l'heure parce que j'en sais beaucoup de choses sur le fonctionnement de ce département et d'autres départements et beaucoup d'autres départements d'ailleurs. Alors maintenant, je dis qu'à l'hôpital, donc je l'ai dit que c'est en violation, la tarification est en violation avec un arrêté qui a été déjà pris. Alors si c'est une gestion exceptionnelle, il fallait faire une dérogation à cet arrêté conjoint qui a été signé dans les temps par le ministre du budget et le ministre de la santé. Le ministre d'alors. Alors donc c'est eux qui ont fixé cette tarification. La tarification de la médecine générale, c'est comment on appelle ça? Et la chirurgie c'est 500 000 et la médecine générale c'est 15 000 si je ne m'abuse. Et donc aujourd'hui, pour la chirurgie, vous payez 500 000 comme caution et tous les jours vous payez 100 000 francs. Comme une clinique, parce que quand moi j'étais à la clinique, à la clinique Aimé, et c'est ce que je payais tous les jours. Donc le client, le patient paye 100 000 tous les jours, mais après avoir payé une caution de 500 000. Et qu'on me dise que c'est un CHU. Et l'autre, même la consultation hospitalo-universitaire. Oui, et la consultation c'est 150 000. Et pourtant la consultation d'ordinaire c'est 15 000 francs. Et ça c'est contenu dans l'arrêté conjoint qui fixe la tarification dans les différents hôpitaux du pays. Donc ça c'est déjà une petite anomalie, aucune dérogation n'a été. 150 000 150 000 la consultation, oui. C'est le contraire, c'est 70 000. À l'hôpital, donc c'est 70 000, pas 150 000. Ah ok, d'accord. Donc on m'a parlé de 150 000 aujourd'hui. J'étais à Donka. C'est 70 000 officiellement. Alors, non, officiellement ou bien la pratique? Parce que la paye c'est un système numérique. Comme à l'hôpital. Attention, c'est différent. Le système qu'il est à l'hôpital Sino, il est unique à Guinée. Non, il est unique. Et c'est ce qu'on a demandé de mettre, c'est ce qu'on a demandé d'installer. Le même système. Et parce que la preuve en est, donc à l'hôpital Sino Guinée, je ne parle pas de la prestation qui reste à discuter. Voilà, technique, ça on peut peut-être. La propriété, mais la gestion administrative. La gestion administrative et financière de l'hôpital Sino Guinée, c'est un exemple. Et justement, c'est à l'image de cette gestion-là qu'on a voulu qu'on a voulu construire une gestion à l'ôpital. Mais on n'est pas parvenu jusqu'ici. Alors là où ça n'a pas été fait, je dis que personne n'est en mesure de vous dire aujourd'hui combien l'hôpital fait comme recette. Et de l'autre côté, à Sino-Guinée, tous les jours, il y a un tableau de bord et vous êtes tous les responsables et puis vous passez sont informés. Quand vous êtes immatriculé, on vous attribue un numéro. Et l'autre chose, juste, oui, bien sûr. C'est pas le même type de gestion. Et même là. C'est pas le même type de gestion. Oui, d'accord. Non, ça a été fait, ça a été signé à l'image, et ça devait être fait à l'image de ce qu'il y a à l'hôpital Sino-Guinée. Alors, donc c'est un cocktail, je dis, c'est un chapelet de problèmes.
c'est un chapelet de... On va en parler tout à l'heure quand on commencera à parler des membres du gouvernement. Quand on parle de la santé, ça va au-delà. D'accord. Voilà. Oui. C'est un élément, c'est un petit. Des informations complémentaires, si vous permettez. Oui, mais on avance. Il y a eu une rencontre il y a 3 jours entre le ministre et la dernière rencontre devrait se tenir aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, ils sont en ce moment en réunion. Mais ce qui est évident, c'est que, vous savez, en Guinée, on n'est pas friand des réformes, surtout quand des réformes touchent à des intérêts. Ça irrite et puis ça provoque parfois la colère des gens ou des gens qui ont l'habitude de toucher à l'argent public. Donc, au niveau de Donka, ce sont des réformes qui font mal. Qui font mal à qui? À des médecins qui ont l'habitude de toucher à l'argent, mais cette fois-ci, cette opportunité est bloquée. L'autre chose, on ne peut pas comparer Sino-Guinéens. On ne peut pas comparer Sino-Guinéens à Donka. Allez-y voir, à Sino-Guinéens, on vous parlera d'une calamité. Tous ceux qui y vont ressortent presque en cadavre. À Sino-Guinéens, on peut certainement vanter la gestion de l'hôpital, mais au fond, quelle est la qualité du service? Ce n'est pas la gestion qui devrait intéresser, mais plutôt la qualité du service dans ces centres à Sino-Guinée. Mais demandez aux journalistes qui viennent là-bas, combien de journalistes sont partis là-bas et qui sont répartis directement pour le cimetière. C'est pas la gestion qui intéresse, c'est plutôt la qualité du service. C'est ce qui est important. Non, je ne parle pas de ça. Maintenant, quand tu parles de transparence, la première... c'est une gestion déléguée. Le premier élément de la transparence, c'est de savoir combien l'hôpital fait comme recette. C'est un contrat. Les responsables, j'ai demandé aux responsables de l'hôpital. C'est une gestion déléguée. C'est une gestion c'est comme au port. C'est-à-dire que vous me dites par exemple que les prestataires du port travaillent sans rendre compte au port autonome de Conakry qui ne sait rien de la gestion du port. C'est-à-dire que vous venez, vous faites... comment on appelle ça, vous confiez une prestation à quelqu'un d'une partie de cet organe qu'il gère d'un tout, et après il n'est informé d'absolument rien. Mais c'est la gestion déléguée, c'est ça le sens de la gestion déléguée. Vous savez, il y a l'administratif, il y a l'administratif, non, il y a l'administratif et il y a le financier. Le financier. On délègue, et celui le titulaire. Parce que quand on délègue, ça veut dire que le titulaire. Vous avez posé le débat, je suis l'actualité de ce côté. Il y a l'administratif et puis il y a le financier. Du point de vue financier, c'est vraiment un problème. Ni le cabinet et ni le DGA aujourd'hui ne peut vous dire exactement qu'ils connaissent le montant qui rentre. Non, c'est la gestion. Qui doit le savoir? C'est le ministre? Non, il y a la comptabilité qui est là-bas. Donc la direction ne doit pas le savoir. La direction ne doit pas le savoir. À la fin du mois, on dit voici ce qui est rentré. Vous déléguez une gestion, mais vous n'êtes pas au courant de comment les choses sont gérées. Tout le problème, c'est le retour. On peut me dire que ça c'est une transparence. Avec une consultation, les médecins de Donka ont 15 000 francs. Ne soyez pas complices de ce débat de ceux qui entraînent. Non, pas vous. Ceux qui se taisent et qui ne disent pas que c'est une mauvaise gestion. Quand la gestion est transparente, c'est une réalité par rapport à la comptabilité. Moi, j'en sais quelque chose. En tout cas, si vous avez l'habitude de partir à Sino-Guinéen pour y hospitaliser des souffrants, des patients, vous allez comprendre que la comptabilité c'est complètement détaché. Ça n'a rien à voir avec l'administration. Ça, moi, je l'ai vécu. Le comptable relève de l'administration. Je parle de la comptabilité. Je parle de la gestion de la comptabilité. Ça, je sais quelque chose. Non, attendez, je vous explique. On avance là. Vous permettez, on va parce que lui, il est nommé, il relève du directeur. De l'autre côté, ce n'est pas le cas. Je vous explique. Je vous explique. On sait comment ça se passe dans les hôpitaux. Quand vous partez, vous avez un patient. Attendez-vous, vous voulez parler de l'hôpital Sino-Guinéen? Je parle de Sino-Guinéen. Non, Sino-Guinéen déjà, Marouane dit que ce n'est pas le même modèle. C'est pas le même modèle de gestion. C'est différent. Voilà. Sinon, pour l'hôpital Sino-Guinéen, la gestion là-bas, en tout cas le manuel, il est vraiment, il est intéressant. Ce n'est pas la gestion, non, c'est la qualité du service. Le manuel administratif au niveau de l'hôpital sino-guinéen, si tous les hôpitaux du pays peuvent s'inspirer de ce cas, ce serait génial. Non, oui, Marouane aussi me dit qu'il a intercepté beaucoup de dossiers concernant l'OMVS parce que la puanteur continue. Allez-y. Oui, justement, c'est le lieu parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Il y a lieu de rappeler ici dans ce studio qu'après la suspension ou le retrait de la Guinée dans l'organisation de la Guinée à l'OMVS, on a pu concocter un certain nombre de documents. Mais ce qu'il faut dire premièrement, que le colonel Mamadi Doumbouya est hautement victime de trahison de la part de son entourage. Il est victime de la médiocrité de son entourage. C'est un colonel qui a été
trahi et abandonné, parce que ce qui est en train d'être fait et au visa des documents consultés, parce qu'on a tous les documents, tous les échanges de mails qu'il y a eu entre les chefs d'État et autres, j'ai pu entrer en possession de tout cela et j'ai même visionné la vidéo de la conférence du dernier sommet extraordinaire des chefs d'État de l'OMVS. D'abord, pour la première chose, il faut rétablir la vérité historique. La vérité historique consiste à quoi? C'est pour ceux qui disent que la Guinée est membre, membre fondateur de l'OMVS. C'est archi faux. Il faudra retracer la chronologie des faits. De 68 à la création de l'Organisation des États riverains du fleuve, qui était AERS, à l'AB, la Guinée s'est retirée en 71. Pour quel problème? Pour des raisons politiques entre Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor. Une dispute banale a amené la Guinée à se retirer de l'organisation. De 71. Maintenant, la Guinée est restée comme ça. En 72, il y a eu la création de ce qu'on appelle aujourd'hui de l'OMS, de l'OMVS. La Guinée n'est pas membre fondateur de l'OMVS. Donc, de 2000, il a fallu attendre près de 17 ans, c'est en 2025 que la Guinée a signé le protocole pour son adhésion à l'OMVS. Et donc, la Guinée a intégré pleinement l'OMVS en 2010 avec l'avènement du professeur Alpha Condé. Et ça, c'est la vérité historique. Il faudrait que les gens sachent cela. Parce qu'on a dit, on a rapporté, on a colporté des mensonges. Et ça, c'est du fait de l'entourage du colonel. Maintenant, la vérité contemporaine, elle consiste à quoi? Elle consiste à dire qu'est-ce qui s'est réellement passé, parce que les arguments qui ont été brandis par le gouvernement pour justifier le retrait de la Guinée, la suspension de la Guinée de l'organisation, ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Comment, la vérité contemporaine, c'est quoi? D'abord, premièrement, sur le fait de la sous-représentation de la Guinée à l'OMVS. C'est une réalité, mais elle ne peut pas justifier... Mais une réalité fallacieuse, c'est ça? Une réalité fallacieuse. Pourquoi? La Guinée est membre de plusieurs organisations. Vous prenez par exemple l'OMVG, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. La Guinée n'a que 6 représentants. Vous prenez l'OMVG, comment on appelle l'OMVS. La Guinée n'a que 6 représentants. Vous prenez l'autorité du bassin du Niger. La Guinée n'a qu'un seul représentant. Est-ce que la Guinée s'est retirée de l'ABN? Est-ce que la Guinée s'est retirée de l'OMVG? Non, pas du tout. Mais puisque c'est le Sénégal, c'est l'organisation du fleuve Sénégal, la Guinée s'est retirée par coup de tête. Parce qu'on a instrumentalisé une victime qui était là, le colonel, qui ne comprend rien du fonctionnement des organisations ou des organismes sous-régionaux et internationaux. Ça, c'est la vérité contemporaine. Ça, c'est sur le premier argument. Le second argument, par rapport au retrait ou la fermeture de la Guinée par rapport au capital. Non, c'était d'abord le poste de vice-président. Non, je vais revenir. Voilà. Donc, maintenant, la vérité essentielle, la vérité contemporaine, c'est par rapport à une nomination qui a créé tout ce désordre au sommet de... Non, cette bruit. Qui a entraîné cette bruit. C'est par rapport à la nomination du haut commissaire adjoint de l'organisation. Un poste qui n'a jamais existé dans les statuts, dans le règlement intérieur et ni dans aucun texte réglementaire de l'OMVS. Qui est ce candidat de la Guinée qu'on a voulu nommer à l'OMVS? C'est un certain Mohamed Max Bangoura, qui a été ministre du Plan au temps de la transition de Dadis Camara, sous Cabinet Camara, à l'époque où Cabinet Camara était Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, M. Max Bangoura a été fonctionnaire international au compte de l'OMVS. Il a pris sa retraite internationale, ce qui veut dire qu'il n'y a plus de possibilité pour lui d'être reconduit à un quelconque poste. Cette vérité n'a jamais été dite au colonel. On a caché cette réalité au colonel. S'il me suit, qu'il sache que Edjiba et Amara, Morisanda et Cabinet Komara l'ont induit en erreur parce que ce sont des gens qui l'ont conseillé et qui ont proposé ce nom. Et d'ailleurs, ce que je vais vous dire, selon des indiscrétions, et d'ailleurs c'est prouvé, Morisanda est parti avec le candidat de la Guinée avant l'ouverture du sommet. Il est parti présenter le candidat de la Guinée au président Assimi Goïta. Assimi Goïta a fermé sa porte, il n'a pas été reçu avec le candidat de la Guinée. Je vous dis ça, vous pouvez le vérifier. Ensuite, il est parti avec le candidat de la Guinée au Sénégal, chez Macky Sall. Ils n'ont pas été reçus. Je vous donne ma main à couper, ils n'ont pas été reçus. Et le troisième voyage, je vous dis, c'est sous la
base des rapports qui ont été publiés. Certainement, justement, vous aurez le temps de me contredire. Et l'autre chose, le troisième voyage, c'était... Vous avez aussi de nouvelles informations sur le sujet. C'était avec la Mauritanie. Quand ils sont venus avec la Mauritanie... J'ai eu le privilège d'échanger avec lui. Marwan, oui. Voilà, c'est avec la Mauritanie. Quand ils ont été en Mauritanie, le chef de l'État a ouvert ses portes, c'est vrai, mais il n'a tenu aucune promesse parce qu'il savait que ce poste n'existait pas. Et ensuite, c'est un poste qui avait été aménagé. À l'époque, vous avez ici toutes les correspondances, vous avez les arrêtés qui ont été fournis, qui m'ont été fournis. Oui. Le poste a été aménagé en 2010. Pourquoi? Parce qu'à l'époque où Alpha Condé est venu, c'était le tour du Mali à diriger le haut commissariat de l'UMVS. Maintenant, quand ils sont venus parce que la réunion, le sommet s'est tenu à Nouakchott, en Mauritanie. Oui. Le président en exercice sortant, c'était le président mauritanien. Alpha a joui, il a utilisé tout son aura et il a même, parce qu'il y avait ce chahi là, il y avait ces chahis entre Traoré et Condé, il a dit devant l'assistance, devant les chefs d'État, que non, Dioncounda Traoré, qui était le président de la transition malienne, que c'était pas, il devrait accepter, non seulement vu compte tenu de l'âge, mais aussi les Condé sont les maîtres des Traoré. Le président mauritanien qui n'est pas habitué à cela était dans des difficultés, mais ils ont tranché. Dioncounda a accepté que le poste revient à la Guinée parce que c'était l'entrée officielle de la Guinée, c'était l'intégration officielle. En tout cas, l'arrivée d'Alpha à la tête du pays a signé le comeback de la Guinée au plan international. Beaucoup de cadres ont été placés au niveau des institutions internationales. Le colonel a été trompé. Pourquoi il a été trompé? Parce que cette vérité, et des institutions, il faudrait qu'il la sache, il faudrait qu'il la comprenne, qu'il a été induit en erreur. Donc Alpha a profité de ça parce que voilà, le poste n'était pas... Maintenant, il y avait le candidat du Mali qui était là, un certain Maïga. Il fallait aménager un poste pour ne pas qu'il rentre bredouille. Il fallait quand même honorer. Donc c'est à cette occasion que le poste de haut commissaire adjoint a été créé. Maintenant, ça c'est la vérité contemporaine. Pourquoi le colonel a été trahi? La Guinée a occupé toutes les fonctions. Quand vous regardez aujourd'hui la structure, l'organigramme, a commencé par la conférence des présidents. Ensuite, vous avez le conseil des ministres. Et enfin, vous avez le haut commissariat. Il y a eu cabinet Komara. Alpha est venu avec cabinet Komara. Il a fait de cabinet pendant 4 années. Demandez-vous pourquoi ce mandat n'a pas été renouvelé. Parce qu'il a été jugé, son résultat a été jugé insuffisant et insatisfaisant. Et vous savez, au-delà de ça, il y a eu aussi le conseil des ministres qui a été occupé par l'ancien ministre de l'énergie, Cheikh Talib Bessila. Et enfin, le haut commissariat a été, comment on appelle, Alpha Condé a présidé la conférence des chefs. Donc les trois fonctions les 3 postes ont été meublés par la Guinée. Comment est-ce que la Guinée peut dire qu'elle a été lésée depuis la création? Vous venez trouver le baptême des gens et puis vous voulez coûte que coûte qu'on vous donne le nom de l'enfant. C'est impossible. Et la dernière vérité qu'on n'a jamais dit au colonel, qui n'a jamais été dite, c'est la vérité par rapport non seulement aux candidats, mais aussi il y a des réalités. C'est la cotisation, parce que vous avez vu toutes les correspondances. La Guinée doit près de 2 milliards de francs CFA, parce que de 2017, 2018, 2019, les arriérés impayés, 2021, la Guinée n'a pas payé ses contributions. On induit le colonel en erreur, puisqu'il y avait un candidat de la Guinée, un candidat de la mafia autour de son entourage. Ils ont pris la cotisation. Un candidat problématique. Un candidat problématique qui est rejeté, qui est d'ailleurs à la retraite. Alors que le colonel lui-même, il a dit ici suffisamment qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais dans les institutions internationales, il n'y aura pas de... Parce que là-bas, c'est pas permis. C'est pas permis. Et enfin, pour terminer, justement, parce que c'est important de mentionner la vérité dans ce pays, il faudrait que le colonel, il faudrait que tout ce que nous disions dans cette émission arrive au colonel, parce qu'aujourd'hui, il a été induit en erreur. D'ailleurs, on apprend qu'il a fermé la porte à cabinet. C'est un danger de moins qui a été écarté. Parce que c'est des gens qui ont... Qu'est-ce que lui, il a fait pour l'organisation? Qu'est-ce qu'il a fait pour la Guinée quand il était au niveau? On va avancer. Oui, vous avez quelque chose de nouveau à dire sur le même dossier? Puisque c'est vous qui l'avez évoqué. C'est pourquoi je vous donne la parole. Allez-y. Merci pour la sagesse. Très rapidement, je vous donne 2 minutes. Merci pour la sagesse. Ça n'arrive pas tout le temps. C'est le dernier numéro de l'année. Il n'est pas sage. Non, il est sage. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas sage. Donc, il ne faut pas me mettre à mal avec. Il aime toujours m'amener sur le ring. Mais c'est quand on est sur le terrain sportif. D'abord, premièrement, la prime liée au poste, pourquoi c'est cette guerre, pourquoi on mise beaucoup sur le Guinéen?
Je vous ai montré les montants, puisque c'est confidentiel, les chiffres. C'est près de 90 millions de francs. Plus de 90 millions de francs CFA. Et on sait la proximité entre Cabinet Komara et Souli. Et d'ailleurs, on pense que Max Bangoura a été... C'est Cabinet qui a été sa porte d'entrée au niveau de du palais M5. Oui, donc, il y a cet intérêt qu'il ne faut pas occulter aussi. Allez-y, oui. D'abord, je suis d'accord que la Guinée a intégré, la Guinée n'est pas membre fondateur. Pas du tout. Je suis parfaitement d'accord avec lui et je l'ai dit ici. C'était le 26 mars 13 exactement 2006. Donc l'accord, il y a eu comment on appelle, ce traité qui marquait l'intégration de la Guinée au sein de cette organisation. Alors, et deuxièmement, par rapport à bon, on n'a pas les mêmes sources. Sa source dit qu'on a bloqué la porte, on a refusé la porte. Ça, il a déjà dit, on avance. Votre source, non, je vous dis, la nouveauté. Non, la source dit que c'est pas. Ma source dit que c'est pas vrai. Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Voilà, ma source dit que ça, ce n'est même pas possible. C'est impossible. Et surtout avant qu'on ne se déplace, vous prenez le rendez-vous. Oui. Si vous venez, vous serez reçu. Mais vous allez le savoir. Que vous ne serez pas reçu avant que vous nous déplacez. C'est le ministre des Affaires étrangères, il a beaucoup d'atouts, il y a beaucoup d'éléments sur le terrain qui peuvent faire ce travail-là pour lui. Il a son ambassadeur. C'est quoi le rôle d'un ambassadeur? C'est pour faciliter. C'est faire des rendez-vous. Voilà, faire des rendez-vous. Un ministre qui se déplace et qui ne prend pas rendez-vous, surtout quand il va en mission officielle, ce n'est pas un bon ministre. Et je crois que Maurice Sanda n'est pas de ce genre, pas du tout. Et maintenant, par rapport au poste de vice-présidence. Par rapport au poste de haut commissaire adjoint. Oui. De haut commissaire adjoint. Vous savez, votre source dit que les textes le prévoient ou pas? Non, tel qu'il a dit, ça a été créé. C'est vrai. Circonstanciellement. Avec l'influence d'Alpha Condé, je suis parfaitement d'accord. Et parce qu'on a estimé que le secrétariat général a échappé à la Guinée. Le secrétariat général, c'est pour le pays qui abrite l'organisation, l'institution qui est le Sénégal. Le Sénégal, oui. Alors, pour éviter que la Guinée ne se retrouve nulle part dans la gestion administrative, et à l'époque, donc ils ont pu, de par leur influence, du Mali. Donc trouver l'adjoint, c'est-à-dire ce poste-là, qui devait revenir à la Guinée. Et justement, ça a été occupé et c'est ce qui a été supprimé. Et ce sont des arguments qui ont été bien évidemment brandis par ces pays-là pour supprimer pour que ce poste revienne au Quasiment, Mali. vous dites la même chose. Non, on dit pas la même chose. Quasiment. Non, c'est par rapport. Non, c'est pas lié aux hommes. Non, on dit pas la même chose. Ce qu'il dit, peut-être à quelques exceptions près, à des différences près. Oui. Non, lui, il parle de celui qui devait occuper le poste. Il a parlé du poste. Candidat compromettant. Non, ce n'est pas lié à la candidature de quelqu'un, c'est lié au poste. Le poste devrait être supprimé. Parce que le poste faisait ombrage, c'était un obstacle au bon fonctionnement, à l'épanouissement de l'institution. Du secrétaire général. Parce que ça les prérogatives. Il y a beaucoup de prérogatives du secrétariat général qui revenaient au vice-commissaire adjoint. Alors, l'autre chose, pour terminer très rapidement, parce que ce n'est pas le sujet qui est en débat, maintenant par rapport à cabinet Komara, et je me suis informé depuis la fois passée, c'est vrai, et je vous ai dit que je suis en contact avec beaucoup de responsables de l'MVS, et cela en lien avec les débats que nous avons ouverts ici dans ce studio. Alors, cabinet Komara, c'est grâce à Alpha qu'il a été là-bas, et après, voilà, donc son mandat n'a pas été renouvelé, et sinon il avait été accepté à l'unanimité. C'est la Guinée, pour quelle raison, on ne sait pas. Donc Alpha n'a pas voulu renouveler son mandat, ça c'est une chose. Deuxième chose, et si tu permets, et après le mandat, quelqu'un qui n'a pas été bien, comment est-ce qu'il peut être, il peut recevoir, comment on appelle ça, élevé au rang de dignité dans les honneurs. Il peut recevoir les honneurs dans les pays membres de l'OMVS. C'est bien parce possible. que le Sénégal, la reconduction. Le Sénégal, le nom de la reconduction. Quand on n'a pas, bien le nom de la reconduction. Quand on n'a pas bien Je vais commencer par la vérité, la partie historique d'abord sur que
dont on parlait tout d'abord. La partie historique, c'est que effectivement la Guinée est sortie de la première organisation qui avait été créée. Mais il faut rappeler que lorsque, à l'époque, la Guinée, dans les années 70, est sortie de cette organisation, la Guinée construisait des mini-barrages. Des mini-barrages qui permettaient à l'époque, les anciens le disent, qui permettaient d'alimenter quand même les populations. Et ces mini-barrages d'ailleurs sont encore visibles. On va dire les vestiges de ces mini-barrages sont encore visibles, perceptibles. Quand par exemple à l'Abbé, dans le quartier Verley d'Ongora, un peu loin, on voit ce petit mini-barrage endommagé. Donc tout est une question de choix stratégique. À l'époque, la diplomatie a décidé de sortir et elle avait les moyens de construire des mini-barrages et c'était à l'époque qui pouvait servir à sa population. Donc on est sorti. Et justement, quand vous regardez le retour s'est fait au moment où justement les choix stratégiques que la Guinée a fait durant ces années se sont révélés tous désastreux, que ce soit au plan économique, au plan énergétique, au plan minier. C'est dans les années tous les choix stratégiques, comme justement certainement le choix de réintégrer cette organisation. Et si aujourd'hui les autorités diplomatiques se rendent compte effectivement que aussi il y a d'autres possibilités, parce que quand il ne faut pas oublier aussi que le fleuve Sénégal prend aussi sa source en Guinée. Et le barrage de Koukountamba, si les autorités l'ont déclaré d'utilité publique, c'est que certainement ils ont aussi étudié la question pour pouvoir la faisabilité. Je comprends, j'entends les arguments très pertinents qu'a développé Monument la dernière fois sur la difficulté de mobiliser des fonds. Mais je dis que difficulté aussi n'est pas impossibilité. Parce qu'il n'y a pas d'émission impossible. Voilà, il n'y a pas exactement. Et ça aussi, je termine par là, ça ne va pas aussi à l'encontre de l'interconnexion. Vous savez, une fois que la Guinée aussi aura par exemple sa source d'énergie, même justement dans le cadre de l'interconnexion, la redistribution, les prix aussi vont influer là-dessus et la Guinée sera gagnante. Donc je pense qu'il faut plutôt étudier les choix stratégiques qu'on a fait, où ils nous ont menés et ceux où on veut aller. Oui, sur l'argument du barrage Koukountamba, je vais vous dire au départ, c'était un choix politique, purement politique, parce que le président Alpha Condé pensait qu'avec ce barrage, il pouvait avoir la moindre Guinée. Donc le démarrage de telles activités était du point de vue politique très intéressant pour lui. Maintenant, sur la question du financement du même barrage, ça a été rapporté jusqu'à preuve du contraire. Aucune autre institution internationale n'est prête à financer ce barrage. Et même... Les États ont suivi Alpha Condé dans ça. Tu as eu ton temps de parole, je vais développer. Je pose la question. Non, j'ai pas compris. Allez-y. Non, on va avancer. Les autres États ont suivi Alpha Condé pour mettre... Ce que je suis en train d'expliquer. Maintenant, sur la question du financement, ce n'est que la Chine aujourd'hui qui est prête. C'est le seul pays. Parce que la Banque mondiale, comme l'a rappelé Monument, vous avez vu les rapports, tout ce qui a été développé. Et même cela avait irrité la colère des organisations de défense de l'environnement, de la protection de l'environnement. Donc, c'était un barrage, c'était juste un projet politique qui n'a pas pu marcher parce qu'au-delà, en 2022, il y a eu le Sénégalais qui est venu rencontrer le colonel. Le Mali a fait sa lettre de demande parce que sur les 800 millions, le montant devrait être divisé en 4 entre les 4 pays. Le Mali était prêt. Le Sénégal était prêt. La Guinée devrait, parce que le colonel a reçu le commissaire à l'époque, pour que la Guinée puisse écrire à la banque Exim Bank de la Chine pour pouvoir décaisser les fonds ou pour pouvoir motiver la volonté de la Guinée à accéder à ces fonds. Mais ça n'a pas été fait. Et pire, une délégation guinéenne s'est rendue en Chine récemment. Cette délégation n'a jamais parlé du projet Koukountamba, mais c'est plutôt du barrage de Foumi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'avec le projet Koukountamba, ils savent qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt, il n'y a pas beaucoup de